j'ai le plaisir aujourd'hui de te proposer une rediffusion sur le thème des jouets, du jeu et de Noël. Très belle écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour Laurette, Bonjour Séverine. je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots comment on s'est rencontrés et ce que tu fais dans la vie? Oui, alors moi aussi, je suis ravie d'être là. Du coup, on s'est rencontrés grâce à Clubhouse, donc qui est l'application d'audio social, sur laquelle on a fait des rooms communes et où on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Et puis ensuite, on a échangé en privé, notamment sur moi, mon début dans la maternité, puisque je venais d'être maman et que j'ai eu besoin d'aide et de soutien et tu as été très présente à ce moment-là. Nos projets professionnels étaient tous les deux en train de se construire, chacune de notre côté. Donc, on avait échangé aussi sur cet aspect. On n'a jamais quitté le lien, donc c'est trop chouette. Et donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, j'ai une entreprise donc, qui s'appelle Lolidel, avec laquelle je propose des outils pour se reconnecter à l'instant présent et du coup développer un peu son intuition relationnelle. Donc au début, c'était très ciblé petite enfance puisque voilà, dans mon rôle de maman, je me suis rendu compte de tout ce qui pouvait poser problème aux jeunes parents. Et puis au final, il y a d'autres publics qui sont arrivés. Donc aujourd'hui, j'accompagne aussi bien de la petite enfance que des personnes en situation de handicap, enfants, adultes. Et là, j'aimerais bien aussi aller vers les personnes âgées. Et donc, pour les accompagner, j'utilise l'approche Snow-Velan, qui est une approche sensorielle, la langue des signes et le jeu libre. Ces approches-là, en fait, elles permettent d'être connecté à l'autre et de le voir tel qu'il est, sans attente et sans prérequis particuliers. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça précisément. Donc restez accrochés à vos écouteurs. Là, Laurette va vous détailler toutes ces techniques-là qui sont donc bénéfiques à la fois pour les parents, à la fois pour les enfants. Tu avais un métier qui était complètement différent avant Ouais. d'avoir ta première fille. Et c'est pour ça qu'on a pas mal échangé sur le côté changeant et transformateur de la maternité, qui nous donne Ouais. des envies d'entreprendre et de donner du sens à nos carrières. Est-ce que tu veux nous toucher un petit mot sur l'orientation professionnelle qu'a fait ta vie après la naissance de ta fille? Oui, donc moi, j'étais issue du marketing et de la communication. J'étais chef de projet en agence. C'est un métier que j'ai adoré faire. J'aimais tout de ce métier, mais c'est vrai que la maternité a été un gros bouleversement, pour plusieurs raisons, mais parce que ça a été un tsunami, que je pensais avoir, préparé et du coup, ça a été d'autant plus violent puisque je pensais avoir, fait un travail en amont pour éviter de revivre certaines situations ou de choses douloureuses et puis en fait, tout est revenu, en fois 1000. Aujourd'hui, je le sais, une dépression postpartum et qui a jamais été, vraiment diagnostiquée. J'avais fait une dépression pendant la grossesse, donc voilà, alors que je suis plutôt, quelqu'un de positif et qui a, voilà, une vision de la vie plutôt positive. Donc ça a été, compliqué d'accepter ça et puis à côté de ça, voilà, mon métier de chef de projet, je prenais des responsabilités, je trouvais ça génial, mais il y avait un décalage entre, mon investissement et mon salaire, ne serait-ce que ça. Donc le temps passé, l'argent et puis, je me sentais pas pleinement moi-même, en fait et en devenant manager, je savais que je ne pourrais pas faire le management que j'avais envie. Je serais prise en étau et j'avais aussi envie de profiter de ce premier bébé parce que j'avais conscience que ça passait vite. Donc j'avais posé un congé, parental de 6 mois
Et puis, en fait, j'ai fait un coaching de reconversion parce que j'ai toujours eu envie d'être à mon compte. Mon conjoint est à son compte, donc je connais les avantages et les inconvénients, enfin, je connais la réalité, d'être en profession libérale et j'avais envie de cette liberté. Enfin, c'était vraiment avoir une liberté de gérer mon quotidien comme j'en ai envie. Le projet était à la base, de faire des ateliers de loisirs créatifs à destination de la petite enfance, donc vraiment les 0-3 ans, pour amener des supports, pédagogiques aux parents, avec, l'ouverture d'un café poussette qui reste mon projet de cœur et qui reste quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais voilà, qui demande plus de temps et beaucoup d'investissement. Après les rencontres, les opportunités ont fait que j'ai pu, découvrir l'approche de Snowzealand, que ça a été une véritable révélation, un véritable coup de cœur qui m'a permis de lier à la fois la petite enfance et à la fois la partie grossesse-accouchement, parce que ça me tenait à cœur aussi. J'ai eu, du coup, cette dépression, prénatale dont on parle encore assez peu, je trouve. Un accouchement physiologique, pour lequel j'ai manqué d'outils, donc j'avais envie, voilà, de pouvoir, échanger avec les femmes, autour de tout ça et plus largement les parents autour de l'enfant et de tout ce que représentait l'arrivée d'un enfant dans une famille, dans un couple, dans une vie. Et donc j'ai vraiment vécu, voilà, ce que Clémentine Sarlat a défini comme la matrescence, hein, on est vraiment, vraiment là-dedans. Et puis, c'est vraiment les rencontres et les opportunités qui ont fait ce qu'est Lolibel aujourd'hui. J'entends à demi-mot que c'est une manière de te réapproprier aussi tout ce qui s'est passé avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Oui, oui, de toute façon, je pense que quand on choisit une carrière professionnelle, c'est qu'on vient guérir certains trucs, hein. Quand on s'occupe des autres, c'est aussi, pour se réparer, donc oui, moi, ça m'a permis de comprendre ce qui m'était arrivé, de mettre des mots dessus, de déculpabiliser et du coup, de me rendre compte que je suis clairement pas la seule à avoir traversé ces épreuves. Après, il y a eu plein d'autres choses liées à la maternité et au rôle de maman. Moi, j'ai détesté le rôle de maman, hein. J'ai honte de le dire, là, tu vois, hier, j'ai verbalisé que j'aimais être maman pour la première fois. Ma fille va avoir 3 ans quand même. Mais vraiment, ça a été très, très compliqué, ce rôle de maman qui m'est tombé dessus et qui était loin d'être ce que j'imaginais. Surtout que moi, j'avais construit, inconsciemment, une image de maman que je pensais être, puisque voilà, j'ai toujours été, cette jeune femme, toujours avoir envie d'être au contact des enfants, jouer avec les enfants, le contact passait très, très bien. J'ai fait du babysitting, pour la première fois, je devais avoir 9 ans. Cet attrait pour l'enfant et donc j'ai été bercée de: «Oh là là, tu es une maman géniale, oh là là, tu es faite pour être maman» et donc ça a La construit voie était toute inconsciemment, tracée, ça devait bien se passer et tout. voilà. Et Mmh. puis, au final, on se rend compte qu'on est loin d'être cette maman qu'on a projetée, qu'on galère comme tout le monde, que le feeling, il est pas forcément là au début. Moi, ça a été très compliqué de m'attacher à ma fille. Plein de raisons, hein, plein de facteurs différents, mais en tout cas, ça a été long. Puis la dépression qui est venue, forcément, jouer là-dedans. Donc j'apprends tous les jours à être maman et ce que c'est, ce que ça implique. J'ai la chance d'avoir un mari où la charge est vraiment, plutôt bien répartie, la charge mentale. Donc j'ai pas à lutter avec ça en plus. C'est le cas de beaucoup de mamans, d'avoir en plus la charge mentale, dans le foyer qui est pas équilibré. Et de trouver du coup tes propres ressources et d'avoir dépassé tout ça avec l'aide de ton mari, avec l'aide de tes formations du coup qui a été, Oui, c'est ça décidée. et du coup, de pouvoir poser des mots auprès des autres parents et du coup, de devenir celle qui détabouise, on va dire comme ça, Mmh. qui lève les tabous sur, «Je n'ai pas aimé mon enfant au premier regard». Cette maman qui aime pas être maman tous les jours quoi, clairement et qui je me dis: «Ah mais est-ce que finalement c'est vraiment ce que j'avais envie?» Donc ça, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis maman et je peux dire que moi, cette perception du rôle de maman, elle a beaucoup évolué. Je peux être aussi celle qui lève des tabous parce qu'en Mmh. plus, je suis comme ça de base, de nature, où j'ai zéro tabou. Avec les familles aussi, on parle beaucoup de la sexualité dans le couple, avant, pendant, après l'arrivée d'un enfant, parce que c'est hyper important de se rendre compte qu'on se pose tous les mêmes questions, qu'on vit tous les mêmes galères, qu'on a tous des cadres de référence qui sont différents, avec des éducations qui sont différentes, que parfois, entre les deux parents, ça fait des étincelles parce que les cadres sont différents. Donc, d'apporter des clés de compréhension. Et du coup, je m'appuie sur les outils que sont le Snowzellen, la langue des signes et le jeu libre pour introduire une réflexion, donner des pistes de réflexion plus que des vraies réponses parce que chacun expérimente qui il est, son enfant, son conjoint, donc pas de réponse toute faite, mais en tout cas, on se questionne ensemble avec les parents et c'est vrai que moi, ça m'a permis pas de me réconcilier, mais de comprendre en tout cas tout ce qui s'était passé et de m'entourer aussi. Parce que voilà, quand on rentre dans la parentalité, on se rend compte que le réseau, il est là, il existe, que les professionnels qui sont déjà actifs, bien souvent sont des professionnels qui ont vécu aussi ce genre de choses. À l'image, tu vois, une intervenante hypnothérapeute qui était spécialisée notamment sur l'accompagnement des femmes en désir d'enfant, qui a vécu un parcours PMA douloureux. Donc
En fait, ça rejoint ce que je prône à l'Olibel, c'est le partage d'expérience. Pour moi, c'est la clé. Vraiment, c'est de pouvoir témoigner les uns les autres et de pouvoir venir piocher des petites idées, de dire, ah tiens, eux, ils ont fait comme ça, faudrait peut-être que j'essaye. C'est vraiment pour moi la clé quand on devient parent, ce partage d'expérience qui est vital pour se rendre compte qu'on n'est pas seul et puis qu'il y a des outils qui existent et auxquels on n'a pas forcément pensé. Ah, j'adore. Et le fait qu'on incarne et qu'on transmet justement avec notre histoire, avec nos propres flammes, avec nos propres braises, Mm. d'aller revisiter pourquoi on a réagi comme ça sans culpabiliser, parce que ces réactions-là, on n'a pas pu faire autrement, parce qu'il a fallu traverser déjà toute l'éducation qu'on a reçue, l'héritage émotionnel qu'on a reçu, ou pas d'ailleurs, hein, l'éducation Mm. émotionnelle qu'on a reçue ou pas. On en a beaucoup parlé sur Clubhouse ensemble. Ouais. Et finalement, on est éloigné géographiquement, hein, parce que tu es autour de Dijon et moi, je suis en Île-de-France, mais on a tellement de choses en commun au niveau Ouais. de l'intention, en fait, d'apporter ces outils-là pour que chaque famille soit autonome, pour que chaque famille puisse, à leur tour, transmettre ça à leurs enfants. On a vite matché sur cette intention-là. Est-ce que Ouais, tu peux nous clairement. parler des premières familles, sur quels ateliers elles sont venues au tout début et quelles étaient leurs envies? C'est vrai qu'au début, comme je disais, j'ai beaucoup ciblé la parentalité et je me suis entourée d'intervenantes, parce que j'ai eu que des femmes, jusqu'à présent, qui, du coup, étaient formées sur moi, les sujets sur lesquels je n'étais pas formée, portage, allaitement, DME, tout ce qui pouvait graviter autour du rôle de parent. Et les ateliers où il y a eu, de la demande, c'était sur le portage, c'est sur l'allaitement, préparer l'arrivée de bébé, Mmh. qui étaient des sujets, voilà, qui questionnaient. Le Snowzellen, effectivement, ça intrigue. C'est quelque chose Allez, en vas-y, plus, dis-nous tout, dis-nous tout. Quels sont les grands principes que toi, tu as révélés cette formation? qui a été le déclic avec le Snowzealand, c'est d'abord la posture. Le Snowzealand, c'est une histoire de posture et d'intention. C'est pas une histoire de matériel. C'était 100% en lien avec. On a ce cliché-là, hein. Oui, C'est oui, si les c'est pour auditeurs ça que nous je le disent, dis. on a C'est pour ça que l'impression je que le dis. c'est on se met dans le noir et on met des lumières qui Ouais. clignotent. Et Donc on on fait peut pas de bruit. débunker ça. Allez hop, un tabou qui tombe. Ce n'est pas Alors que donc, ça. idée reçue numéro 1, c'est le matériel qui fait le Snowzealand. C'est faux, c'est la Mmh. personne qui fait le Snowzealand. Idée numéro 2, on est dans le noir tout du long. C'est faux, la progression est hyper importante, surtout avec des publics de jeunes enfants et des publics en situation de handicap, parce que le noir, ça peut faire peur. Les lumières sont importantes, c'est faux. On peut faire du Snowzealand sans lumière particulière, sans de lumière en fonction des accompagnements. Et le Snowzealand est silencieux, c'est archi faux. Nous, on parle beaucoup quand on fait du Snowzealand avec moi et voilà, c'est hyper important. Je m'adapte en fait aux personnes que j'accompagne. Et c'est pour ça que je disais, c'est la posture, le Snowzealand, Mmh. et l'intention qu'on pose en fait. Et du coup, ça a été la révélation par rapport à la posture et aussi par rapport à la sensorialité, puisqu'en fait, dans mes projets de vie professionnelle, quand j'étais jeune, je rêvais de devenir créatrice de parfums, puisque j'ai un odorat très développé. J'ai une connexion émotionnelle aux autres assez rapide, que je perçois très vite les blocages inconsciemment. Ça se fait trop vite dans ma tête pour que je le conscientise, mais en tout Mmh. cas, ça me permet d'être vraiment dans cette posture d'écoute active et d'avoir ce rôle de dire je comprends ce que tu me dis, voilà ce que moi ça me fait penser, et du coup d'initier un dialogue. Et donc la sensorialité a toujours été importante dans ma vie. Tout ça est possible avec le Snowzealand, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi, avec les familles, le Snowzealand, c'est une façon de créer en fait un lien. Alors c'est un mode de communication à part entière, hein, moi je le définis vraiment comme ça, parce qu'en fait on se rend 100% disponible pour la personne qu'on accompagne. Il y a toujours un accompagnateur qui est un parent, un professionnel de santé, une personne de référence dans le quotidien de l'individu que j'accompagne, à qui je demande de faire le même exercice de posture, parce que c'est ça qui permet de tisser les liens et de mettre en confiance. Et du coup, c'est vraiment être 100% disponible, c'est-à-dire qu'on laisse nos soucis à l'entrée de l'OIVL, on pose les téléphones, on coupe avec la réalité du quotidien, et pendant 1 heure, on est dans l'ici et maintenant grâce à la connexion à l'autre. On est 100% focus, on est beaucoup dans l'observation, dans l'écoute active, dans le non-verbal. Quand c'est des enfants, par exemple, qui ne parlent pas, on est dans l'ici et maintenant grâce à la sensorialité. Quand je triture une balle, je joue avec des trucs qui s'emboîtent, je suis ici et maintenant, je suis en train de faire ce que je fais. Et du coup, ça permet aussi de changer un petit peu notre cognition, tu vois. Notre cerveau, il se met en mode pause, je vis le moment. C'est ça qui permet, alors avec les enfants, ça se voit beaucoup, mais aussi avec les enfants en situation de handicap, la relation de confiance, elle s'établit très, 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 très vite, parce que l'enfant mesure à quel point les adultes sont disponibles pour une fois,
100% disponible. Il n'y a pas de frère ou de sœur qui appelle, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a pas maman qui a la tête dans le boulot ou papa qui est fatigué de sa journée. Là, on est ici et maintenant tous ensemble, 100% présents. Et ça n'a pas de prix. Et ça permet en fait de faire tomber les barrières, les masques des enfants, forcément se suradaptent en permanence avec l'école, avec le quotidien à la maison, le rythme qui est très, très, très marqué dans nos vies d'aujourd'hui. On ne Les sait horaires. plus prendre le temps. On est pressé de tout. Souvent, c'est des enfants qui sont en activité tout le week-end parce que les parents ont envie de profiter d'eux. Ils les ont pas vus de la semaine, mais du coup, c'est des enfants qui ne se posent jamais. Et bien souvent, les parents redécouvrent leur enfant, en fait. Ils changent de regard. Donc, c'est aussi ça, le Snowzealand, c'est poser un regard nouveau sur l'individu qu'on emmène vivre du Snowzealand avec soi. Et moi, c'est mon rôle, c'est de favoriser ce cadre et ce tissage de liens. Pour ça, c'est hyper précieux et ça incarne pleinement mon mode de fonctionnement et mon mode de communication, en fait. En plus, je suis beaucoup dans le tactile, un peu un bisounours, donc je trouve que, tu vois, j'ai à la fois féerique, à la fois hyper hors du temps, il y a pas de préjugés, il y a juste nous, quoi. On fait tomber les masques et c'est une bulle sécure, en fait, dans laquelle on décide de rentrer. Par contre, voilà, c'est vraiment libre. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des enfants qui disent: «Là, je veux arrêter». On arrête. Donc après, moi, je travaille en bonne intelligence, toujours, le but, c'est, que tout le monde, y trouve son compte. Mais en tout cas, voilà, c'est une libre exploration et c'est ça aussi qui fait que c'est précieux, c'est qu'il y a 0 attente et 0 obligation. Donc pour les enfants, c'est plus Tu facile de faire aménages tomber les masques. l'espace, tu crées l'ambiance, tu Ouais, changes de posture, tu invites l'adulte accompagnateur à changer de posture et vous êtes tous les 3 en pleine présence, en pleine conscience des mouvements, des c'est ça. gestes, des intentions. C'est ça et tu vois, l'exercice le plus dur pour les parents, alors que ce soit sur des enfants tout à fait, ordinaires ou des enfants extraordinaires, c'est de ne pas être dans l'attente et dans la surstimulation. Alors surstimulation, c'est un gros mot là, tu vois? Mais c'est dur pour les parents, alors sur des enfants ordinaires de dire: «Tiens, touche ça, mais touche, tu vas voir, touche, essaye, essaye». C'est super dur pour eux de pas être là-dedans parce qu'ils Mmh. ont envie d'accompagner l'enfant dans des découvertes et cetera. Donc de laisser cette liberté d'exploration, c'est hyper compliqué et ça l'est d'autant plus pour les familles qui vivent le handicap. Parce qu'en fait, avec le handicap, il y a une recherche permanente de progrès ou au moins de maintien de la condition physique et de la condition cognitive de l'enfant. S'il y a pas de stimulation, on régresse très vite avec le handicap. Du coup, c'est dur pour les parents de se rendre compte qu'ils sont parents. Ils sont pas juste parents aidants. Et donc, c'est aussi ça que moi, j'ai à cœur de faire et du coup, à ma façon, je prends soin des parents grâce aussi au Snowzealand. Pas que l'enfant dans cette bulle dont on prend soin. Moi, c'est important pour moi de prendre soin du parent et de l'aider à se rendre compte que là, son enfant, il va pas régresser en 1 heure et que parce que le parent va jouer sans autre intention que de jouer et de prendre du plaisir avec son enfant, le progrès, il existe, il est réel et je le mesure énormément avec les enfants en situation de handicap que j'accompagne. Les parents sont toujours hyper choqués de l'attitude de l'enfant. Ils me disent: «Mais elle est jamais aussi détendue à la maison» ou «Elle est vachement patiente, mais tu arrives à lui toucher le visage». Ouais, mais parce qu'on joue en fait et que le seul mot d'ordre, c'est le plaisir et que quand il y a pas de recherche de performance, de progrès, l'enfant, il est lui-même. Il laisse tomber ce stress de dire: «On va encore me faire bouger les jambes, les machins, les trucs». Enfin, être juste avec son enfant, c'est des fois accepter que l'enfant, il passe 20 minutes à faire le même truc et de comprendre que c'est hyper important pour son développement, pour, le tissage du lien et ça permet de mettre plein de choses en lumière, ce Snowzealand et ça permet de vraiment pour moi, c'est un changement de regard, hein, sur l'autre J'ai et ouais. déconstruit tout ça quand j'ai eu le dispositif des moins de 3 ans, en effet, parce qu'en tant que maîtresse, on avait tout le temps des attentes et des évaluations diagnostiques ou formatives ou finales. Et en effet, avec le dispositif des moins de 3 ans, j'ai découvert que mettre à disposition le matériel et changer de regard sur chacun des élèves individuellement avec sa trajectoire et son historique me permettait de profiter de beaucoup plus de temps de qualité. Et c'est comme ça qu'est né le Tekil dans ma classe, Mmh. parce que chaque élève n'a pas du tout conscience de la trame que je projette sur lui au niveau des compétences, au niveau des évaluations. Tout ça, ça le dépasse évidemment. Il joue Mais son oui, rôle d'enfant et il est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, comme tu l'as dit, pour grandir parce qu'il y a une appétence à la curiosité, mmh, découverte, de sensoriel, d'aller toucher les objets que je mettais dans la classe
Donc ça rejoint complètement ce que j'ai dû déconstruire après 15 ans de métier et c'est vrai que c'est difficile et on peut Ouais, c'est rejoindre dur, les hein. parents, hein. Les parents qui veulent faire le mieux pensent qu'en étant directif, on ira plus vite et c'est toute la démarche de Céline Alvarez aussi, hein, de laisser les compétences et les fonctions exécutives se muscler, de rester nous sur notre posture de parents sans intervenir tout le temps. C'est C'est très ça. difficile. Non, mais c'est super dur et puis souvent, l'intention est tellement bonne derrière. Enfin, je veux Mmh. dire, le parent ne pense pas à mal quand il est, dans cette demande constante d'évolution de son enfant et puis on est tous pareils à se dire, tu vois, je me revois, faire le bain libre avec ma fille et lui dire: «T'inquiète, quand tu seras assise, ce sera plus drôle». Mais non, c'est génial, là, profite, tu allongée, c'est trop bien. Enfin, tu vois, d'avoir cette envie de progrès plutôt que de se concentrer sur, «OK, là, elle est comme ça. Oui, il y aura une évolution, mais pour l'instant, profitons de ce moment-là où elle découvre avec ses pieds, ses mains». Enfin, mais c'est dur, c'est super dur et souvent, La c'est société nous compliqué cadence, nous met un et rythme ouais, le rythme, d'acquisition, nous met ouais un rythme de la marche, la couche, et le puis langage. C'est dur, hein? ça, c'est sur les évolutions, on va dire, normales de l'enfant. Aujourd'hui, avec, toutes les découvertes qu'il y a eu et toute cette libération aussi de la parole sur, les différences de fonctionnement cognitif Mmh. avec, les HPI, les HPE et cetera, bah, il y a beaucoup de parents qui sont, un peu, désemparés et qui se questionnent: «Tiens, mon enfant, il a 3 ans, est-ce qu'il parle suffisamment? Moi, la mienne, elle a 4 ans, elle fait pas de bonhomme». Et du coup, je trouve qu'on est dans cette hyper-vigilance du développement cognitif de nos enfants et qu'on, du coup, les laisse pas être, en fait. Toujours en Snowzellen, on se rend compte, enfin, les parents se rendent compte de compétences des enfants qu'ils n'avaient pas perçues à la maison. Sur des enfants qui ont des problèmes de comportement à l'école ou à la maison, et cetera, et où les parents viennent avec cette attente de comprendre pourquoi leur enfant est comme ça. Moi, je suis pas psychologue et ça, je leur dis. J'ai des formations sur le développement psychologique de l'enfant, mais je ne suis pas psychologue ni psychomotricienne. Chacun son métier. Mais par contre, grâce à cette intuition relationnelle, cette empathie que j'ai quand même des réflexions qui me viennent et donc je leur partage un peu les interprétations que moi je peux avoir des comportements des enfants, mais toujours comme des pistes de réflexion. Et souvent, c'est une discussion qui s'installe de dire, ben, l'enfant, il a pris des jouets et il faisait des allers-retours et il amassait une quantité de jouets et il ne partait plus jamais sans les jouets qu'il avait amassés. Et donc la maman me dit: «Ah mais ça, c'est de la possessivité et tout». Je dis: «Oui, non, mais moi, là, ce que ça me fait penser dans son tempérament, dans sa façon d'avoir interagi avec l'environnement, c'est plutôt un besoin de sécurité, une peur de manquer de quelque chose». Pour moi, c'est plutôt ce besoin d'être entouré, de se créer un cadre sécuritaire. Ça a été hyper compliqué quand j'ai dit ça à la maman parce qu'en fait, c'est un petit garçon qui n'a pas de papa. J'avais mis le doigt sur quelque chose et donc on a discuté. Après, l'idée, c'est pas juste de dire: «Ah bah tiens, moi je pense que c'est ça et puis débrouille-toi avec ça». Pour moi, c'est important aussi que les personnes qui viennent vivre le Snowzealand puissent le réexploiter chez elles. Pour cette raison, on l'a dit, c'est pas le matériel qui fait le Snowzealand, mais pour cette raison, moi j'utilise un matériel très peu coûteux que tout le monde peut trouver, Action, Amazon, enfin voilà, sur, des commerces qui sont accessibles. Par exemple, j'ai un petit de 9 mois qui a passé sa séance avec une bouteille sensorielle avec des, boutons dedans à faire clac, 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 clac. Je lui ai dit à la maman: «Tu as pas chez toi un maracas ou justement une petite bouteille que tu peux remplir avec des lentilles ou quoi?» parce que là, il est dans une phase où il aime produire un son et cette, action-réaction, c'est hyper importante là pour lui, tu vois? Il a passé sa séance avec. Le petit, il a, je sais pas, 18 mois là, il a toujours son maracas, je l'ai vu sur Eh une oui. photo là, il y a pas longtemps, c'est un truc qui lui a créé un repère émotionnel, hyper important. L'idée, c'est que les parents repartent avec des outils à la maison, et pas qu'ils soient contraints de vivre en fait que via les séances qu'on fait ensemble. Qu'ils puissent réexploiter tout ce qu'on se dit en séance, à la maison. Oui, tu sèmes en fait des graines de conscience dans la manière d'éduquer autrement un petit peu ses enfants à la sensorialité et non pas que aux compétences attendues dans la société, Ouais. de langage, de lecture, de marche et tout. Et cette façon de poser des hypothèses sur le comportement de l'enfant, c'est aussi rendre conscient les besoins de nos enfants, Mmh. au-delà de nos propres besoins de parents. Parce que quand on se rend compte que notre enfant a besoin de faire du bruit parce que pour lui, c'est une manière de se sentir puissant, c'est une manière d'avoir du contrôle sur l'objet, c'est une manière de comprendre le monde, oui, peut-être que ça nous dérange, mais il faut voir le bienfait et les bénéfices sur le développement moteur et sensoriel de nos enfants. Et parfois, on a du mal en fait à résister à l'envie de faire comme nous, on pense que ça doit être fait et les laisser être
tu l'as dit tout à l'heure, Mmh. même s'ils ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. C'est un C'est ça. détachement en Mmh. fait, hein, c'est une distance à prendre. Ah bah, c'est un vrai exercice, hein, pour les parents et je pose le cadre, on va dire, au début de la séance en disant: «Bah, voilà, je vous demande de ne pas être interventionniste». Mmh. Parce que c'est dur de ne pas être interventionniste quand on est parent, parce qu'on passe notre vie à être interventionniste. D'être disponible si l'enfant vient jouer avec, mais de ne pas aller vers pour laisser l'enfant explorer et justement le laisser être qui il est pleinement. Et c'est vrai que c'est compliqué et des fois en séance, je vois les parents qui sont là: «Tiens, mais touche ça. Oh, t'as vu ça? Oh, t'es allé explorer là-bas, t'es pas allé dans la salle là-bas et tout». En séance, je reprends pas parce que l'idée, c'est de pas casser l'ambiance et la bulle qu'on a créée. Mais par contre, je refais un point à la fin en disant: «Bah, c'est dur, hein? C'est dur. Tu t'es pas rendu compte? Non, tu t'es pas rendu compte?» Bah ouais, l'enfant, il a exploré 20 de la salle, mais c'est les 20 il se sentait bien et c'était OK. C'est rassurant d'avoir un cadre de référence pour, croire que notre enfant est à jour de Mmh, ce qu'il devrait savoir faire. Mais quand on leur laisse de la liberté, on se rend compte, tu l'as dit, d'autres compétences qu'on n'avait pas pu voir, parce qu'on n'est pas toujours disponible pour les observer. c'est ça. La qualité d'observation qu'on a en tant qu'éducateur, qu'accompagnant et en tant que parent, si on la développe, c'est vraiment une réserve de connaissance de notre enfant qui peut vraiment nous nourrir, même nous, en satisfaction. Clairement et qui peut nous permettre d'avoir des vrais outils, intuitifs. Dis-moi, comment tu t'organises pour les séances? Est-ce que tu proposes 2 séances, 3 séances, 4 séances? Et que disent les familles de ce fonctionnement après quand ils retournent chez eux? Alors du coup, il y a, la possibilité de faire une séance découverte à prix réduit du coup, puisque c'est 25 € pour environ 45 minutes de séance, ce qui permet de poser un petit peu, des réponses sur les appréhensions que peuvent avoir les familles ou les questions qu'ils se posent, qui moi me permettent d'apprendre à connaître les enfants ou les adultes, que j'accompagne, pour après derrière, si on démarre un accompagnement Smooth Talent, ben, que j'ai déjà cette première séance de référence et qui me permet d'être beaucoup plus pertinente dans la construction de mes séances avec les personnes. Et ensuite, c'est au choix, c'est soit une séance, qu'ils prennent quand ils veulent parce qu'il y a pas de notion de fréquence et de récurrence dans le Smooth Talent. Faut le voir comme, un moment pour soi et plutôt comme un loisir du coup, même s'il y a cette notion quand même de bien-être, mais en tout cas voilà, c'est pas une pédagogie, c'est pas une thérapie, donc il y a pas de fréquence à avoir. Et après sinon j'ai un forfait, de 5 séances qui du coup, est avantageux par rapport au prix de la séance, en one shot, on va dire. Sur les bénéfices, alors je pense que je vais plutôt illustrer avec, des séances, tu vois, qui m'ont marquée, où on voit vraiment des avant-après. Parce qu'après sur le retour à la maison, là on va parler beaucoup des enfants, mais souvent les enfants s'endorment dans la voiture ou, font, des grosses siestes, après parce que forcément la stimulation sensorielle fatigue énormément le cerveau, le corps et émotionnellement, il y a des choses qui se passent chez l'enfant qui sont pas forcément, exprimées pendant les séances, voilà, que c'est le monde intérieur qui vit et donc forcément c'est toujours très intense pour eux. Donc ça, c'est sur le retour à la maison, souvent on a des enfants qui sont, fatigués. Mmh. Une illustration, très concrète, j'en ai 2 là qui me viennent, vraiment. Donc j'ai eu un petit garçon de 2 ans, donc qui parle, pas encore, qui voilà, qui dit 4-5 mots. Donc la maman qui avait envie de découvrir, donc on était sur une séance découverte. J'explique comment ça va se passer, on commence, la séance. Je vois qu'il est, très réticent à venir vers moi parce que, bah, on se connaît pas, on s'est jamais vus. Donc je le laisse explorer. Je demande à sa maman de temps en temps de se déplacer dans la pièce quand je vois qu'il n'arrive plus à aller explorer, qu'il n'arrive plus à trouver, assez de confiance en lui et en l'environnement pour aller explorer. Donc elle se met à d'autres endroits de la pièce pour lui donner envie d'aller dans ces endroits-là. La personne référente se déplace un petit peu dans l'espace. Et puis je retente de temps en temps des approches, je lui parle, je lui explique, je lui sors d'autres stimulations sensorielles quand je vois que là ça accroche pas. On arrive à passer, dans une ambiance, plus sombre avec les jeux de lumière et il commence à m'apporter des jouets. Donc je me dis: «Bon, le lien est établi». On commence à jouer, voilà, tous les 2, on explore et tout et arrive la fin de séance. Je lui explique, que ça y est, on va réouvrir, les volets, que je vais éteindre les lumières, qu'on va ranger ensemble. C'est bientôt la fin. On range et je suis assise par terre. Je suis toujours par terre, je suis toujours, au niveau de l'enfant et je demande aux parents d'être par terre au niveau de l'enfant Mmh.
Et là, il vient et il me prend dans ses bras et ça dure. Un vrai câlin et ça dure vraiment et je croise le regard de la maman qui est, mais choquée de ce qui est en train de se passer et moi, je reçois et je me dis: «C'est ta façon de me dire merci pour ce qu'on vient de vivre» et il se détache. Je le laisse faire, voilà, moi, je reçois juste et il va mettre ses chaussures et là, j'ai la maman qui me dit alors là, je m'en en reviens pas. La seule personne à qui il fait des câlins, c'est moi-même avec ses tatas, sa grand-mère et tout, il n'en fait pas. Mmh. Et je me dis: «Ben, voilà, c'est ça le Snooze, c'est ce que je viens de vivre, c'est d'avoir réussi à établir un lien qui est tellement pur et tellement nettoyé des interférences du quotidien que l'enfant, c'est connexion de cœur à cœur, en fait. Les enfants, ils ont pas toutes ces barrières, tous ces filtres que nous, on a. C'était sa façon de me dire merci, donc ça, c'était un moment incroyable et qui vraiment me conforte dans ma façon de proposer le Snooze parce qu'après, voilà, on est tous différents et le Snooze que tu feras avec moi sera différent du Snooze que tu feras avec une autre personne et c'est précieux dans cette approche, cette diversité d'accompagnement. Les piliers, fondateurs sont les mêmes, mais voilà, c'est propre à chacun. Et un deuxième exemple, une petite fille en situation de handicap, donc qui présente un polyhandicap, qui ne parle pas, mais qui arrive à se faire comprendre, notamment sur du oui/non, qui arrive, extrêmement tendue en séance. Donc je la connais, on a déjà fait plusieurs séances, on se voit assez souvent. Elle crie, c'est pas OK, enfin ça va pas. Et c'est une petite, qui craint énormément la nouveauté forcément, puisqu'en plus il y a une déficience visuelle, donc c'est toujours compliqué pour elle de découvrir des nouveaux environnements. C'est énormément d'efforts pour, s'approprier, les sons, les odeurs. Elle perçoit les lumières. Donc, voilà, c'est toujours, très intense pour elle. Le lien s'est fait assez vite. J'ai pu, l'aider à enlever ses chaussures, la toucher, avoir un contact physique. Aujourd'hui, je la prends dans mes bras, elle se lève enfin voilà, il y a vraiment un truc qui s'est fait, au final en assez peu de temps et donc cette séance, elle arrive, je sens qu'elle est pas bien. Vraiment, je sens qu'elle est hyper tendue et donc je questionne toujours sur est-ce qu'il y a un truc notable à me dire là qui s'est passé avant la séance ou dans la semaine ou un événement marquant et la maman me dit, bah, là qu'elle sort d'un parcours de soins, les contrôles, les machins, les scanners, les trucs, les prises de sang, les enfin bref. Pas envie qu'on kikine. Elle passe, voilà, elle vient de passer un mauvais moment et donc je la rassure, je lui dis: «Écoute, là, on va passer un bon moment tous les 2 comme d'habitude». On a ce petit rituel où on se passe des musiques qu'elle adore. Alors, ça va faire rire ceux qui connaissent le Snowzealand ou qui ont ces préjugés. 1re musique qu'on passe, c'est la danse des canards, hein, donc mais ça fait partie de l'accompagnement que j'ai avec elle. On fait pouet-pouet avec des balles et tout, donc voilà. Mais du coup, ça ne fait pas du tout penser au Snowzealand, la danse des canards, tu tu tu. On passe, cette musique. Petit à petit, elle lâche les tensions, on le voit, les jambes qui étaient, recroquevillées, hop, se détendent. Les bras pareil, on sent que ça y est, elle respire et à la fin de la séance, elle s'étire, elle se met sur le côté et là, je vois la maman qui me dit: «Mais waouh, elle est hyper détendue, archi détendue» et en fait, elle était sur le point de s'endormir et c'est la détente, quoi. Et souvent, cette petite, quand il est question de repartir, elle veut pas. Elle veut pas, elle veut rester, donc c'est aussi un indicateur, précieux, voilà, de se dire, que le moment était tellement chouette qu'elle a envie que ça dure. Il y a un papa qui m'a dit: «Mais je l'ai jamais vu comme ça, en fait», alors que c'est le papa, c'est le parent, donc en général, les parents, ils voient leurs enfants quand même dans le quotidien sous toutes leurs facettes. Là, elle me dit: «Mais je l'ai jamais vue patiente, je l'ai jamais vue aussi détendue». Il me dit: «Mais puis tu lui mets des trucs sur le visage, d'habitude, elle hurle, là, elle dit rien, elle rigole, C'est ça aussi, c'est de se dire que l'enfant aussi se laisse la liberté de découvrir d'autres choses, en fait. On a réussi à créer cette atmosphère de confiance et que du coup, il est pleinement, ouvert à des découvertes et ça, c'est hyper précieux. Tu leur crées un espace où ils peuvent enfin être eux-mêmes, Ouais, sans faire plaisir à qui que ce soit, sans c'est ça, répondre aux consignes, sans être dans l'injonction et dans la c'est ça, direction éducative. c'est ça. Tu leur crées une, possibilité d'agir sans être jugé, critiqué, Mmh, évalué, checké. Tu leur c'est laisses ça. la vraie liberté. Clairement, on est, 100 dans la liberté, d'exploration et la liberté d'être et de s'exprimer parce qu'un petit, un jour, il avait, besoin de crier. C'était sa façon d'évacuer parce que c'est aussi
Pour les plus grands notamment, leur donner des clés de connaissance de qui ils sont et de comment ils fonctionnent et de les accompagner sur comment accueillir leurs émotions de façon, inconsciente. C'est-à-dire qu'on pose pas forcément les mots sur, «Tiens, tu traverses telle émotion» et cetera, mais en tout cas qu'ils se rendent bien compte que là, ils sont arrivés hyper tendus, hyper énervés, hyper excités, qu'ils ont crié un bon coup. Ce garçon, c'était d'essayer de comprendre comment fonctionnait une espèce de toupie là où tu appuies et puis il y a les balles qui tournent et il avait envie de la démonter et il a passé un quart d'heure à essayer de comprendre comment ça fonctionnait et cetera et donc bah, moi de dire à la maman: «Tu as vu, là, il s'est canalisé, il a été focus sur un truc, du coup il s'est complètement apaisé». De dire: «Bah tiens, si à la maison tu as des trucs à démonter ou des trucs qui craignent rien, tu lui sors un tournevis, hop, il démonte son truc». Parce que bon, il avait 4 ans, donc en termes de sécurité, on est plus sur des tout petits. Parce que j'ai accompagné des ados dans un cadre de parcours d'orientation professionnelle et ça a été de leur donner des clés de compréhension sur, des pistes de réflexion toujours, ou des hypothèses comme tu disais tout à l'heure, sur, comment ils interagissent avec leur environnement, un environnement inconnu, des objets inconnus, et comment ils interagissent les uns avec les autres. Parce que là, c'était des séances de groupe. Ça donne des pistes sur qui ils sont foncièrement, en fait. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que moi, je ne les connaissais absolument pas, puisque c'est pas moi qui faisais le stage d'orientation. Moi, je suis juste venue en tant que prestataire leur faire vivre le Snowzealand et discuter avec la professionnelle de chacun et de voir ce qui en ressortait. Et ce qui est fou, c'est que il y en a un, il prenait énormément de place déjà physiquement, c'est très, très grand. Il faisait beaucoup de bruit, il était incapable de rester dans le silence et cetera. Enfin, c'était très compliqué pour lui, il avait besoin de parler, d'exister et en fait, je lui dis: «Moi, ça me donne l'impression que tu cherches ta place, que tu as besoin de prendre ta place et que tu as du mal à trouver ta place». Et en fait, j'ai découvert que c'est un enfant qui a un parcours, enfin, c'est un ado qui a un parcours, hyper compliqué, pas de famille d'accueil, donc tu vois, de faire le lien entre qui ils sont et moi, ce que je perçois et que du coup, derrière, il y a des prises de conscience, en fait, pour eux. Moi, je trouve ça passionnant. J'aime trop, découvrir les gens grâce au Snowzealand et créer des liens grâce à cet outil, incroyable, quoi. Donc il y a pas d'objectif avec le Snowzealand, mais par contre, bah, forcément, quand, ta posture et ton intention, elles sont justes et elles sont d'être là, pleinement et de laisser l'autre être qui il est, bah, il y a forcément des bienfaits, hein, puisqu'on ne sait plus trop faire ça, on prend plus le temps de le faire et quand on arrive à le faire, bah, il y a forcément des choses qui en ressortent, en tout cas. Quand j'avais découvert cette approche dans le dispositif moins 3 ans, de me dire: «C'est un tequil directement» parce que ça Ouais, nourrit toutes les rayures. En fait, sur la rayure rouge, tu as la présence, tu as le mouvement, tu as le contact. Sur la rayure de relation, bah, tu as la bienveillance, tu as aussi l'écoute, tu as le partage et puis tu as le laisser, en fait, mmh, l'autre exister. Donc ouais, tu pars sur la rayure d'identité. Chaque enfant peut toucher comme il le veut, longtemps ou pas longtemps. Tu as la rayure d'autonomie, de liberté. Et puis tu comprends les mécanismes, tu démontes, tu remontes, tu mmh, changes d'accès et tout. Tu as la rayure d'expression et tu as la rayure de détente. ouais, Donc ouais. c'est évidemment en fait un temps de qualité que tu peux mettre en structure plus facilement parce que toi, tu as aménagé ta salle en fonction. Est-ce que pour les parents qui découvrent cette approche et qui voudraient le mettre en place chez eux, tu pourrais leur donner 3 ou 4 repères pour mettre en place cette technique-là? Ça se fait, très facilement et puis d'ailleurs, moi, j'ai fait le choix d'un Snowzealand nomade, pour, pouvoir, le déporter et puis le faire vivre au maximum de personnes. Ce qui va être important, c'est de choisir un endroit, pas trop grand. Enfin, c'est un truc qu'on va pas faire dans le salon. La chambre de l'enfant, des fois la salle de bain, moi je le faisais pendant le temps du bain avec ma fille. Je changeais juste l'éclairage, je lui mettais des lumières apaisantes. Déjà ça peut faire du bien, mais du coup ça demande aussi, d'être présent, hein. De toute façon, tout part de la posture. Le parent, c'est de se dire: «Bah là, je me prends un quart d'heure ou 15 minutes», des fois ça suffit, hein, un temps précieux de 15 minutes, c'est déjà énorme pour l'enfant et on va se créer cette atmosphère. Donc ça peut être, on a tous des veilleuses pour nos enfants qui changent de couleur ou des projecteurs au plafond, on est beaucoup à avoir ça, donc on peut réexploiter ça. Ce qui va être important, c'est que l'enfant comprenne que c'est un truc, éphémère. Si on aménage sa chambre en Snowzealand, ça perd du sens, en fait. Le but, c'est pas que l'enfant, tous les soirs, il fasse du Snowzealand. C'est que ça reste un temps ponctuel et que ce soit identifié et donc que l'enfant, on lui explique: «Là, on va prendre un temps tous les 2. Tu vas voir, je t'ai fait une surprise dans ta chambre ou dans la chambre de papa, maman, peu importe l'endroit choisi et on va vivre un temps tous les 2. Je t'explique le cadre. Tu vas pouvoir aller explorer tout ce que tu veux. Moi, je suis 100 là. Ça dure tant de temps et quand c'est fini, bah, tu m'aides à ranger et puis si tu as aimé, on refera». Et ça peut être de détourner beaucoup de jouets qu'on a. Souvent, les petits, ils ont des balles à texturer, des trucs comme ça.
des maracas, des choses qui font du bruit, un projecteur lumineux ou une veilleuse ou des guirlandes. Ce qui est important, c'est plutôt le cadre en fait qu'on pose. Après, ce qu'on met à l'intérieur, on s'en fout, ça peut être de mettre plein de coussins par terre, des plaids, des doudous, on met tous les doudous par terre. Et ça peut suffire à faire du Snowzeland à partir du moment où moi, adulte, parent, j'ai permis à mon enfant d'identifier que là, on fait une activité tous les deux et que ça a une durée dans le temps limitée et que par contre, moi, je ne fais rien d'autre qu'être avec lui à ce moment-là. Mais oui, on peut tous le faire chez nous et il n'y a pas besoin que ça dure des heures. 15 minutes, ça peut déjà être énorme. Donc, on retient que c'est ponctuel, c'est localisé, qu'il y a des consignes d'utilisation et que le parent reste là, est présent, mais n'intervient pas dans le choix d'action de l'enfant directement. Ouais, alors quand tu dis consigne d'utilisation, tu vois, la seule chose que moi je donne comme consigne, en fait, c'est la sécurité. Donc, on ne touche pas ce qui est électrique. Et souvent, je leur explique que si moi je dis stop, c'est qu'il y a une raison sécuritaire et qu'ils ne sont plus en sécurité ou que nous ne sommes plus en sécurité en tant qu'adultes et que du coup, il faut arrêter. Ça arrive quasiment jamais. Ça arrive, par exemple, quand les enfants lancent des trucs qui sont durs et qui se les lancent dessus. Là, je dis attention, c'est dur, ça peut faire mal ou ça peut casser quelque chose. Donc, on fait attention. Et ça arrive très souvent, j'ai des balles avec des picots là, qui sont en caoutchouc. C'est souvent que j'ai les gamins qui tirent, qui tirent, qui tirent jusqu'à ce que ça lâche. Mais pour moi, c'est OK. Le jouet, il est là pour être emmené au maximum de ce qu'il peut vivre. Et si ça casse, ça casse. J'ai plein de jouets qui cassent en séance. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça aussi l'exploration, c'est de laisser l'enfant découvrir la limite du jouet. À ces âges-là, en plus, ils sont en recherche de limites. Donc, de se rendre compte, ah mince, là, j'ai cassé. Bon, bah, je peux plus jouer avec. Enfin, voilà, tu vois, je trouve ça hyper important. Et souvent, je dis aux parents, quand les parents disent, ah, mais arrête, tu vas casser. Ils cassent. C'est pas grave, on enlève. On pourra plus jouer Partie avec. des Enfin, voilà, conséquences naturelles, oui. c'est les De se conséquences rendre compte naturelles. des causes-conséquences. Tant qu'il n'est pas en risque de se faire mal, moi, s'il veut tirer le truc au maximum, mettre les dents dedans et tout, c'est pas grave. Là, j'ai une petite, elle a mâchouillé des plumes pendant je sais pas combien de temps. Bah oui, mais ça fait partie de l'exploration. OK, mon truc à plumes, il est bousillé parce que du coup, les plumes, elles sont collées les unes sur les autres. C'est pas grave. Encore une fois, c'est un choix de matériel peu coûteux que du coup, je peux réinvestir très facilement. Ça laisse vraiment cette pleine liberté d'exploration. Donc, les consignes, c'est surtout la sécurité. Simplement de dire à l'enfant, bah là, on passe un temps ensemble et on va découvrir cet espace peu magique que j'ai créé pour qu'on partage ce moment, quoi. Mais ça peut être fait très simplement. Et si les parents ont des tentes ou des tipis, des cabanes, par exemple, des cabanes mobiles à l'extérieur, ça peut se faire en extérieur. Tu fais en sorte de calfeutrer un petit peu, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans le noir forcément, mais de faire ce cocon, en fait, c'est de recréer un peu un cocon avec différentes stimulations sensorielles. Mais c'est pareil, si tu n'as pas la musique, ben, si tu es dehors, tu as le chant des oiseaux, tu as les bruits extérieurs. Enfin, c'est après aussi aux parents de laisser exprimer sa créativité puis son imaginaire. C'est possible de le faire à la maison et moi, j'encourage les familles à le faire et à l'expérimenter. Trop Il y a bien. des ponts en commun avec la pédagogie Montessori, hein. Donc, si les parents connaissent déjà un petit peu les ateliers autonomes en pédagogie Montessori, il y a des choses qui peuvent se rejoindre. Tu as appuyé aussi sur 3 sens principaux, donc le toucher, le visuel et puis l'auditif. Est-ce qu'il y a aussi des petits ateliers au niveau gustatif et olfactif? Alors, le gustatif, jusqu'à présent, non. Les restrictions sanitaires et tout, ça pouvait être compliqué. Et puis surtout, j'accueille des jeunes enfants qui sont en phase de diversification. Donc, sur les terrains allergiques, on n'est pas encore hyper OK. Donc, le gustatif, je ne l'explore pas. Alors, je l'ai fait, mais que sur les anniversaires sensoriels. Donc, ça, c'est une offre que je propose de faire les anniversaires clés en main. Et donc, là, on a fait de la dégustation de sirop. Il fallait retrouver les goûts et des jus de fruits. Sinon, en séance, non, c'est compliqué à mettre en place et en plus, moi, je fais attention quand je m'occupe d'enfants tu vois, tout ce qui est sucré et tout, donc dès qu'on fait la dégustation, c'est assez compliqué. Donc ça, j'ai mis de côté. Peut-être qu'un jour, ça viendra si je trouve l'outil parfait pour le faire. L'olfactif, je le fais beaucoup, donc j'ai des livres à sentir, un loto des odeurs. Là, j'ai acheté, des boules de laine, en fait, pour les parfumer avec des arômes naturels, pouvoir diversifier un petit peu les supports à sentir parce que c'est important aussi. Et ensuite, on a d'autres sens, hein. Il y a le sens vestibulaire, la proprioception, donc il n'y a pas que les 5 sens qu'on connaît. Et donc là, pour ça, j'ai des parcours de motricité, j'ai des coussins pour la proprioception, le Bilibou, là, qui est une espèce de balançoire où tu peux le mettre en dôme crapahuté ou te mettre dedans et puis ça fait une toupie. Donc oui, il y a possibilité d'utiliser tous les sens, en fait. Et après, moi, j'axe mes propositions
en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de ce que je connais de l'enfant. Souvent, j'ai des parents qui me disent: «Ah, lui, il a un besoin moteur de dingue». Bon, bah, OK, je sors la piscine à balles, je mets, le parcours de motricité, mais par contre, je fais quand même un coin où on est sur, un retour à quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus zen pour permettre à l'enfant, s'il a envie de plus être dans cette motricité extrême, parce que souvent, c'est qu'il n'arrive pas à se canaliser, bah, qu'il ait la possibilité de se canaliser et de comprendre que quand je me pose et ben, je suis bien et que je peux, être, calme, que ça fait du bien et souvent d'ailleurs les modules de motricité sont très utilisés en début de séance et après, les enfants ils sont sur autre chose, quoi. Donc Donc ça touche aussi à la motricité libre qui est un grand courant actuel, hein. Donc ça oui, permet aussi ouais. d'associer cette pédagogie-là et cette philosophie-là et puis de bien rappeler que les enfants apprennent par le corps. Ils Mmh. n'apprennent pas qu'en écoutant Mmh des mh. gens dire des notions, ils apprennent en l'expérimentant, ils apprennent en passant à l'action, en passant au moteur, à être eux-mêmes acteurs de leur apprentissage et ça, c'est quand même toujours essentiel de le redire. Dans beaucoup d'épisodes, j'en parle et dans beaucoup de rooms, on en parle. Toi, ça a changé aussi ta façon d'élever ta fille? Qu'est-ce que tu as mis en place à la maison, du coup, avec ces formations-là? Tu vois, j'allais dire que moi mon Snowzellen, il a été enrichi par, le jeu libre parce que du coup, le jeu libre, la posture Snowzellen et la posture du jeu libre, c'est pareil, c'est la clé en fait. Quand tu proposes du jeu libre, on a l'image, attention, idée reçue que je démonte, on met à dispo les jeux et on laisse jouer. C'est pas ça du tout le jeu. Ça peut pas fonctionner. L'idée de jeu libre, c'est de créer un cadre qui permet à l'enfant de se mettre en jeu naturellement et de venir favoriser son développement cognitif, son imaginaire, la relation à l'autre, parce qu'on a créé un cadre qui favorise ça. Et non pas juste comme beaucoup de crèches que je vois, on met des caisses et les enfants se servent en fait. Non, ça marche pas, les enfants ne jouent pas. J'ai fait un stage en crèche, les enfants ne sont jamais en jeu en fait, jamais. Le jeu libre est venu enrichir ma pratique du Snowzellen et le Snowzellen est venu enrichir ma pratique du jeu libre. La langue des signes, c'est parti parce que moi, j'ai signé avec ma fille dès la naissance et ça a été un outil tellement incroyable dans la gestion des émotions, dans la compréhension des besoins de ma fille, dans elle, le fait qu'elle se sente en confiance avec ses ressentis, qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente comprise, que du coup, bah, forcément, c'est devenu un projet pour moi de pouvoir le transmettre aux familles et aux professionnels. Je suis rentrée de ma formation, sur l'aménagement des espaces. Je suis rentrée, j'ai dit à mon mari: «Chéri, sors tout de la salle de jeu, on réaménage tout». On a tout réaménagé et ma fille a redécouvert en fait, sa petite cuisine, enfin voilà, il manquait plein de choses en fait pour qu'elle se mette en jeu correctement et qu'elle arrête de jouer dans le salon. Bon après ça a été aussi de comprendre que jusqu'à un certain âge, l'enfant pour exister, il existe en fait à travers notre regard. On sait qu'on existe parce qu'on est regardé en fait et que l'autre nous voit. Ça c'est un postulat, sur, le fonctionnement de l'être humain et même de tous les êtres humains. Je sais que j'existe parce que l'autre me voit et me regarde et du coup l'enfant, il a besoin de ce regard-là quand il est dans sa construction identitaire. C'est hyper important de le comprendre parce que ça explique que nos enfants viennent avec leur sac de jeux dans la cuisine quand on cuisine, dans le salon quand on est dans le salon et ça permet de se sortir de cette, frustration qu'on peut avoir en tant que parent d'avoir une maison qui ressemble à ni Glo-land ou bref, un truc de jeu, pas possible et puis, bah, voilà, Et quand de on trouver construit qu'il est collant, parce qu'en et fait, de il est pas trouver qu'il est collant. collant et qu'il est pas Mmh. autonome dans sa façon de jouer, alors qu'il l'est, c'est juste qu'il a besoin de savoir qu'il existe. Quand on construit un espace de jeu adapté avec, des codes, forcément l'enfant se crée son imaginaire en 2 secondes. Moi, ma fille, des fois, elle vient dans sa salle de jeu, elle y passe mais un temps mais monstrueux à se faire sa petite vie, revivre, le côté catharsis, hein, revivre des situations du quotidien, remettre en application, des choses qu'elle entend, qu'elle voit, qu'elle apprend et j'adore être cette petite souris qui la regarde jouer parce que je trouve ça formidable. Donc oui, ça a beaucoup impacté mon quotidien de maman, celui de mon mari aussi, parce que du coup, bah, voilà, on a modifié nos façons de fonctionner à la maison sur pas mal de choses. Et alors après, je suis très frustrée parce que le Snowzellen, donc j'ai voulu l'emmener en Snowzellen avec moi, lui faire une séance et tout. Mais le problème, c'est que c'est moi, donc je suis sa maman, donc en fait, le lien affectif, Ça a biaisé la bah, séance. biaise Mmh. complètement la séance et surtout, dans mon local, elle est comme chez elle, donc elle ouvre les placards, elle va chercher à boire. Donc du coup, le lieu n'est pas assez neutre pour qu'elle soit focus, en fait, sur, ce qu'on vit. Mais j'ai une amie là qui s'est formée, donc on va retenter l'expérience, avec cette amie, qui sera elle, l'accompagnante à ce Nouvelle-An Vous et allez moi je serai croiser les locaux. plus jusque la maman
comme je te dis, moi, je l'ai remis, sur le temps du bain où c'est Bagdad, le bain, de venir changer la luminosité. On lui a fait un coin cabane dans sa chambre pour qu'elle ait un coin sécure et après il y a beaucoup de choses aussi. Joseph Chovanec, qui a un syndrome autistique, qui a écrit un document qui décrit, des comportements typiques et qui ensuite, déroule, les explications, cognitives, physiologiques et cetera et du coup, les attitudes à adopter face à ces tempéraments-là, enfin ces modes de fonctionnement et en fait, je trouvais ça passionnant parce que c'est lié au syndrome autistique, mais en fait, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup chez le jeune enfant. Notamment, un exemple qui me revient, c'est, l'enfant, garde tout le temps ses bottes de pluie, partout, tout le temps, et il explique que, bah, voilà, c'est cette, sensibilité au niveau du pied, de la cheville, cette, impression d'être contenu, l'impression aussi d'être en sécurité et que du coup, bah, ça peut être de proposer à l'enfant quand il est en intérieur de mettre des grandes chaussettes. Et tu vois, ma fille avait ce truc-là, alors qu'elle est pas atteinte, d'autisme, mais elle avait ce truc-là d'avoir toujours ses bottes tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mettre tout le temps, tout le temps. Et du coup, je lui ai acheté des chaussettes qui montent haut. Et ben, elle les met tout le temps. Elle a besoin d'avoir ce contact au niveau de ses jambes qui remonte, tu vois? Je trouve ça passionnant parce que du coup, ce document, je l'ai trouvé parce que je me suis intéressée au Smooth avec le public en situation de handicap. Parce que quand même, le Smooth est né de ça, en fait, hein. C'est d'abord pour les personnes en situation de polyhandicap que ça a été inventé, en fait, que ça a été, créé. Donc voilà, je me suis beaucoup, renseignée sur tout ça et ça m'a donné plein de clés, en fait, de compréhension de mon enfant, ou de pistes de réflexion et puis, bah, c'est tout ce que je transmets donc je serais bête de pas m'en servir. Oui, et puis évidemment, on va le faire à la maison aussi, même si on est professionnel, on ramène des choses à la maison. Et je te rejoins sur le fait que prendre sa fille en classe ou faire venir sa fille en classe, ça marche pas bien parce qu'elle se sent trop à l'aise et elle utilise les Ah jouets de ouais. façon détournée et elle montre pas forcément l'exemple aux personnes qui viennent là pour une séance ou pour une classe Mmh. normale. Donc, ça m'a ramené plein de souvenirs, même dans les remarques des parents suite à des séances qu'on avait fait en classe. Donc, tu m'as fait plein de petites, flammes agréables de nostalgie de quand j'étais encore maîtresse avec mes moins de 3 ans, c'est trop bien. À demi-mot, tu nous as parlé de plusieurs piliers de l'intelligence relationnelle que tu proposes maintenant Mmh mh. dans toutes tes offres et tous tes accompagnements. Est-ce que tu veux compléter tout ce que tu as mis en place, toi, concrètement, en quoi ça nourrit l'intelligence relationnelle? En fait, tu vois, cette notion d'intuition relationnelle, intelligence émotionnelle et cetera, c'est arrivé récemment puisque donc au début, je ciblais beaucoup la parentalité et donc j'avais des outils de soutien à la parentalité. Puis le handicap est venu frapper à ma porte. J'ai ouvert, avec grand bonheur parce que voilà, c'était hyper important pour moi de pouvoir accompagner, ces familles, là aussi. Toujours avec ce regard quand même, du parent qui est en souffrance et donc d'apporter du mieux-être aux parents, en prenant soin de l'enfant. Et puis, en fait, l'envie de diffuser le plus largement possible, en fait, cette approche et ces temps de qualité, justement, qu'on partage. Et en fait, il a été, question de me dire: «Mais OK, mais, concrètement, c'est quoi que je propose avec ces outils-là?» Donc la première chose, c'est effectivement que c'est des moyens de communication parce que, ben, comme on l'a dit, bon, la langue des signes est un langage à part entière, hein, c'est une langue à part entière, la LSF. Donc moi, je l'utilise plutôt pour faire du français signé, parce que c'est que le vocabulaire. Mais donc avec les jeunes enfants, ça permet d'introduire, en fait, un mode de communication, un langage avant l'apparition de la parole et ça, c'est hyper précieux. L'utilise dans le handicap, notamment avec des enfants, trisomiques qui, du coup, verbaliser, c'est parfois compliqué. Pareil sur des syndromes autistiques, c'est parfois la relation à l'autre qui est compliquée via le langage verbal, donc de leur apporter des signes, c'est précieux et je garde des signes de la LSF pour garder ce côté inclusif. Donc voilà, mode de communication. Le Snozelen, on l'a vu, hein, c'est un mode de communication puisqu'on est 100 dans le lien à l'autre et le jeu libre, pour moi, c'est un mode de communication aussi puisque c'est se mettre au niveau de l'enfant pour lui permettre d'explorer qui il est et de se mettre en jeu, développer son imaginaire et donc quand je pars du principe, quand on essaye de se mettre au niveau de l'autre, c'est qu'on cherche à communiquer, à rentrer en communication et puis après je me disais: «OK, mais bon, ça, c'est mes outils, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement?» Donc il y a cette notion de on se connecte à son âme d'enfant, parce que tout ça fait appel à notre enfant intérieur quand même. Après ça, c'est des notions qui parlent pas forcément à tout le monde et puis il y a un truc qui m'est venu, c'est que j'accompagne pas à développer l'empathie parce que pour moi, c'est un trait de personnalité, on est empathique ou pas. Mais par contre, il y a un truc qui est là, c'est cette,
intuition relationnelle, aussi appelée pensée intuitive émotionnelle ou intelligence relationnelle, qui en fait, c'est quelque chose qui se travaille en fait. Et ça passe dans les piliers par être à l'écoute. Donc à l'écoute, c'est OK, j'entends, mais surtout, je suis présent, je montre que j'écoute, donc dans mon attitude, donc tout ce qui va être l'écoute active. Avoir les codes un petit peu de la communication non verbale et souvent c'est très instinctif. On n'a pas forcément besoin de faire des formations de dingue pour décoder de la gestuelle. On est codé génétiquement pour, comprendre, nos congénères. Voilà et puis cette notion d'être ici et maintenant qui se fait de façon naturelle parce que c'est dur quand on dit: «Ouais, mais sois dans l'instant présent». Bah, je suis là quoi. Comment on fait? Comment on Comment on fait? fait? Comment on fait? Et du coup, la langue des signes par la gestuelle, le jeu libre par ce que ça crée, en fait, le jeu libre, quand on fait du jeu libre et qu'on arrive à créer ce moment de jeu, en gros, on vit tous avec 2 réalités. La réalité extérieure, qui est une réalité factuelle. Là, on est, toutes les 2, on échange, on se parle et la réalité intérieure. Moi, je suis en pleine réflexion là dans mon cerveau, émotionnellement ça turbine. Toi, de ton côté, tu as une réalité intérieure qui est ce qu'elle est. Et bien souvent, quand ces réalités sont en déséquilibre, ça crée des situations d'angoisse, de détresse, et cetera. Et il y a peu de choses qui permettent de les rééquilibrer. Quand c'est trop déséquilibré, on arrive sur de la pathologie, donc là, il faut du traitement. Mais le jeu libre et cette notion de flow, faire un truc qui nous fait kiffer, donc où on est pleinement connecté à ce qu'on fait, ça crée une troisième réalité qui s'appelle l'espace transitionnel et qui nous permet de venir rééquilibrer nos réalités et le jeu permet ça. Et quand on arrive à créer ça, on a cet espace transitionnel, cette troisième réalité qui est là et qui nous permet du coup d'être dans l'instant présent sans même s'en rendre compte. À l'image de quelqu'un qui fait du sport, qui fait son running, qui se rend pas compte qu'il a couru 15 kilomètres. C'est ça le flow qui est décrit, le flow statement par les Américains. Du coup, quand on arrive à se mettre dans cette, 3e réalité, de créer ça, on apprend indirectement à être dans l'instant présent et une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a expérimenté, qu'on l'a vécu, c'est plus facile de créer le cadre qui le favorise. C'est ce que je propose et quand on arrive à le comprendre, à le vivre, souvent les séances Novelan, les gens ne se rendent pas compte du timing parce qu'ils sont pleinement ici et que la notion de temps n'existe plus. Le temps, c'est une notion qui a été inventée par l'humain, donc quand on arrive à sortir de ça, ça décuple l'expérience. On vit plus le temps, on vit un temps, un instant. C'est vrai que l'intuition relationnelle, c'est très vaste. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont menées à ce sujet-là. Mais je trouvais que ça liait bien tout ce que je propose, c'est un peu le fil conducteur, c'est qu'on utilise le jeu libre, la langue des signes ou le Snowzeland. C'est une façon de développer cette intuition relationnelle pour se connecter plus instinctivement à l'autre et de façon plus juste, en enlevant tous les filtres qu'on connaît. Quand on creuse et qu'on parle de physique quantique avec les vibrations du cœur qui sont prouvées, hein, cette fréquence qu'on émet, cette vibration qu'on émet, on se rend compte que tout ça, ça nous dépasse, ça va plus vite que notre petit cerveau. Et de l'accepter, bah, c'est aussi du coup le décupler. C'est beaucoup de choses inconscientes en fait qu'on utilise dans ces approches-là, qui se traduisent avec des choses palpables dans notre quotidien après, dans la relation avec. Oui, c'est des facettes quand on accompagne un parent qui a pu tomber dans le quotidien et tout ça. On ne peut pas être conscient de tout ce qui se joue dans la relation avec nos enfants quand on est en train de les élever, quand on est en train de les éduquer, parce qu'on n'a pas ce recul au quotidien. Peut-être que pendant l'été, là, vous avez eu des moments où vous étiez en pleine présence, tranquille, sans horaire, sans stress, sans pression. Peut-être vous pouvez vous connecter à ce moment-là où il y avait plus d'attente, plus d'injonction et Mmh. on était pleinement en train de profiter de l'instant présent et de remettre des petites paillettes comme ça de temps de qualité chaque jour. Ça nous demande un peu d'investissement et de discipline, mais ça vaut le coup sur le long terme parce que nous, on travaille sur la qualité du lien sur les 200 prochaines années de la Ouais. génération, en fait. Après, je pense que c'est frustrant aussi, je sais pas si tu le vis ou les parents que tu le vivent, mais c'est que les premières fois où tu vas, donner ce temps précieux, ce temps de qualité, être 100 dispo, bien souvent, ça va pas être un bon moment parce que ton enfant, du coup, il lâche tout. Et moi, je le vois quand, les premiers temps où je lui ai donné ces moments de: «OK, je suis pleinement avec toi, je suis 100 dispo, qu'est-ce qui se passe?» Bah, en fait, elle explose. C'est comme si on venait de dégoupiller et on lui laissait le droit d'exploser et ça peut être très frustrant et ça peut être très démotivant. Donc je sais pas s'il y a des parents qui l'expérimentent, mais moi, je l'ai vécu, de me dire: «Mais mince, bah,
me rends dispo et au final, c'est pire que quand je le suis pas. Et en fait, de conscientiser que et ça rejoint le fait que les enfants, ils sont toujours plus «difficiles» entre guillemets avec les parents qu'avec les grands-parents, que ça rejoint ça, c'est qu'on leur redonne ce cadre sécure où ils savent qu'ils peuvent être pleinement eux-mêmes et que du coup, tout peut sortir, quoi. Et quand on passe les premiers moments difficiles, après, il y a plus besoin que ça explose puisque ça se dégoupille au fur et à mesure, tout doucement. Ça se dépressurise en douceur. Mais c'est vrai que ça peut être, décourageant, et c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a plein de parents qui ont envie de le mettre en place, qui vont le tester, qui vont dire: «Bah, alors laisse tomber, mon gamin, ça a été l'enfer», alors qu'en fait, c'est normal et que c'est plutôt bon signe au final. C'est que l'enfant, il s'est rendu compte que là, il pouvait, tout lâcher, quoi. Oui, et ce qu'on est obligé de poser là aussi pour avoir la lecture du deuxième niveau, c'est que quand l'enfant va tout lâcher, nous, on est obligé de mettre une étanchéité sur ce qu'on reçoit. Ça veut dire que l'autonomie émotionnelle de chacun, elle se transmet aussi dans les temps de qualité. Parce que Mmh. si notre enfant se lâche complètement, se libère ou fait quelque chose que nous, on n'attendait pas, ça nous demande, nous, d'aller scanner pourquoi on se sent comme ça, pourquoi ça nous fait réagir. Parce que lui, ça lui fait du bien de tester des expériences, mais nous, par rapport à notre cadre de référence ou l'éducation qu'on a reçue, si on avait patouillé dans la boue pieds nus, nos parents n'auraient pas accepté ce genre de Mmh. choses. Donc, ça nous demande de déconstruire aussi l'impact de l'action de l'enfant sur nos flammes à nous, sur notre réaction à nous, et de ne pas nous enflammer et de réagir sur la liberté qu'on lui crée. Parce qu'on lui crée cette liberté, ils s'en emparent, hein, ils n'attendent que ça, nos enfants, d'avoir des espaces pour s'exprimer et pour être libres et pour tester leur puissance personnelle. Mais nous, est-ce qu'on est prêt à ce que ça va nous renvoyer comme étincelle? Parce que nous, on n'a pas encore traversé tous les conditionnements et les émotions que nos parents n'ont pas toujours acceptées. Mmh. Donc, en faisant ça, en créant ces temps de qualité avec eux, que ce soit pro ou perso, avec nos enfants ou avec les gens qu'on accompagne, c'est aussi admettre que ben, peut-être on va se sentir déçu, peut-être que l'autre va pas agir comme on veut. Et justement, c'est le cas de toutes les relations, de se détacher de ce que je crois que l'autre doit faire pour me convenir, de ne pas être le contenteur, de ne pas être celui qui répond à l'attente de l'autre, de laisser pleinement le consentement exister. Eh bien, peut-être qu'on sera déçu. Peut-être que notre enfant va se révéler sous un jour qui n'est moins acceptable dans la société. Et tant mieux, ça veut dire qu'il s'exprime, ça veut dire qu'il est puissant et qu'il est indépendant. Et quand on sera plus là, on sera content d'avoir pu permettre à ce que notre enfant se libère des injonctions et de la projection qu'on a sur notre petit loup. Mais ça C'est clair. demande beaucoup, beaucoup de choses en arrière-plan, hein. Donc, on va mettre ça que la séance principale de Schneuzeln, de jeux libres, de langue des signes est un outil extérieur, mais qui peut vous emmener vers plein de découvertes, différentes après. Ah oui, oui, ça rejoint ce que je te disais, c'est qu'on prend pas juste soin de l'enfant ou de l'individu accompagné, c'est que la personne qui accompagne découvre plein de choses et même moi à titre professionnel, c'est qu'à chaque séance, je m'enrichis d'expériences et de vécu émotionnel et où de toute façon, c'est ça la vie. Enfin, je pense qu'on s'enrichit à chaque instant et puis, ben, être parent, c'est le travail d'une vie aussi. Une des clés quand on est parent pour se déculpabiliser, mais pas se déresponsabiliser, c'est d'avoir conscience qu'on fait de notre mieux et que tant qu'on fait de notre mieux, c'est OK, mais que notre mieux sera peut-être pas assez pour nos enfants et que nos parents ont sûrement fait de leur mieux et que pour nous, c'était pas assez par rapport à ce qu'on avait besoin et d'avoir conscience de ce décalage qui existera, peut-être de façon ponctuelle, peut-être de façon plus permanente et de se dire qu'on fait des erreurs à chaque instant. Après, voilà, c'est comment on réagit après ces erreurs qui comptent et que l'intention de base reste juste au final. Oui, on n'a pas du tout à suivre une charte du parent parfait, hein, ça n'existe pas. Non, Bien le dire heureusement. aujourd'hui. On fait tous des erreurs et on apprend justement de tout ce qu'on a fait comme erreur et ce que nos parents ont pu mettre en place et qui nous auraient déplu dans notre perception, hein, mais qui pour eux étaient des bonnes options et des bonnes stratégies à leur Mmh. époque. Et tu es très active aussi sur des événements précis de ta région. Donc, tu m'as parlé déjà une fois du cercle des parents et puis du club Poussette. Est-ce que tu veux en toucher un mot pour ceux qui habitent autour de toi et qui pourraient en bénéficier? Et puis dans d'autres régions, ça se met en place. Donc, Ouais, c'est ce que vous. j'allais dire, c'est en train de se déployer de partout. Déjà, en ce qui concerne les cercles de parents, c'est un dispositif, qui, fait partie d'un appel à projets dans le cadre des 1000 premiers jours, qui est porté par des infirmières puéricultrices et qui permet, en fait, aux parents d'enfants de moins de 3 ans d'avoir, 3 ateliers gratuits de 2 heures dans un cadre justement sécure puisqu'il y a maximum 4 familles représentées avec l'infirmière père pour venir poser un petit peu,
des mots sur tout ce qu'on traverse quand on est jeune parent et de repartir pour le coup là avec des outils concrets grâce au savoir et à l'expérience de l'infirmière puère. Et donc ce dispositif donc a été, porté par Elodie Emo sur Dijon, mais est en train de se déployer partout en France. Il y en a de plus en plus. Bah, en fait, voilà, il suffit que des infirmières puéricultrices demandent, de porter le projet dans leur région et ensuite c'est financé bien souvent par la CAF. Ça peut être financé aussi par, des régions, des départements, enfin voilà, sur les financements, il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc moi, du coup, j'accueille en fait les cercles de parents dans mon local. Donc moi, j'ai aucun rôle à jouer là-dedans puisque c'est vraiment les infirmières puères qui portent le dispositif. Moi, j'ai été une maman qui a profité de ces cercles et ça m'a fait beaucoup de bien. Notamment pendant ces cercles, j'ai découvert une phobie d'impulsion que je vivais de plein fouet et que je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, souvent dans les cercles, il y a vraiment cette liberté de parole, de non-jugement et ce truc de partage d'expérience en fait. Hein. On est vraiment là-dedans et c'est gratuit, donc faut vraiment pas s'en priver. Là, on en a un qui arrive bientôt au local qui est dédié aux papas pour permettre aux papas de s'exprimer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de papas qui sont en souffrance et qui n'ont pas la place parce que forcément la femme est devenue une cause importante et on se défend beaucoup sur la charge mentale et sur les schémas patriarcaux dans lesquels on a été et c'est hyper précieux et heureusement, mais du coup, on a parfois tendance à oublier qu'il y a des papas qui sont pleinement investis, qui sont en galère et qui souffrent et qui du coup n'ont pas l'espace de le dire. La dépression paternelle existe, les chiffres sont quand même assez importants. L'idée, c'est de prendre soin aussi des papas. Et ensuite, il y a un autre dispositif gratuit pour les jeunes parents qui existe. Il y a le club poussette. Alors là, pour le coup, on oublie complètement les coparents, donc ça inclut aussi les deuxièmes mamans. Puisque là, l'idée, c'est vraiment d'offrir un temps aux mamans qui ont mis au monde leur bébé et qui traversent vraiment cette période du postpartum avec tout ce qui va être hormonal, maux physiques, et cetera. Et donc le Club Poussette, c'est une association nationale, voire internationale. Je crois qu'on est à environ 140 villes dans le monde, parce qu'il doit y avoir Stockholm, Barcelone, des francophones qui sont dans des villes partout dans le monde, qui ouvrent des clubs poussettes. Et donc, le club poussette, c'est entre avril et septembre, une rencontre par mois, les dimanches, à date fixe, pour qu'il y ait cette espèce d'énergie, de masse, où on sait qu'on est. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé la barre des 10 000 mamans inscrites, donc c'est un vrai besoin. Et là, c'est plutôt l'idée de se trouver des copines qui vivent la même chose que nous. Moi, hein, j'ai été la première à vivre la solitude parce que, première de mes copines à avoir un bébé, de la famille, dans mon réseau local, je connaissais pas grand monde parce que je suis pas dijonnaise de base. Donc, compliqué de vivre cette solitude de jeune maman. Et donc, Eve Simonet, qui a créé le Club Poussette, c'était son souhait qu'on se trouve des copines proches de chez nous pour se faire des sorties. Donc, il y a les rencontres mensuelles qui sont gratuites dans des lieux publics. Et ensuite, moi, en tant que bénévole, donc les bénévoles, c'est les tatas du Club Poussette, avec mes co-tatas, on essaye de faire des temps. On a fait un resto entre mamans, on essaye de se faire d'autres temps entre mamans. Et l'avantage, c'est que c'est 100% libre, c'est-à-dire que les mamans s'inscrivent pour quand même au niveau des assurances qu'on sache qui est inscrit au Club Poussette. Les adhésions, c'est les bénévoles qui les payent, donc les tatas. Donc ça reste 100% gratuit pour les mamans. Et en gros, elles viennent pas, elles font ce qu'elles veulent, avec ou sans enfants. Si le créneau, c'est 15h-18h, elles peuvent venir de 15h à 18h ou de 17 à 18. Enfin, vraiment, c'est libre. Le désir, c'est de préserver un temps safe pour les mamans allaitantes qui n'ont pas envie de se sentir regardées ou pour qui ça pourrait poser problème qu'il y ait des hommes qui soient présents. Et surtout qu'on puisse parler de nos couples et du baby clash. Et puis, pour les mamans solo aussi, qu'il n'y ait pas cette dissonance un peu de vie de couple, de machin, alors qu'elles sont solo. Donc, voilà, garder cette espèce d'égalité entre les femmes qui ont vécu le postpartum. Et donc, c'est pour les mamans qui ont des enfants jusqu'à 3 ans. Et là, on est en train de voir à Dijon pour créer un club trottinette. Donc là, ça sort du cadre de l'asso, mais pour les mamans comme moi, que les enfants vont dépasser les 3 ans et qu'on puisse se faire des temps avec des enfants plus grands. Il y a 2 autres choses gratuites pour les parents. Il y a le sel dans le café, qui est une carte qui référence tous les professionnels, tous les lieux, tous les trucs de soutien sur la France. Et il y a le réseau Parentraide. C'est une carte où tu peux t'inscrire toi en tant que parent et devenir un peu un parent ressource. Donc, c'est un peu sur le modèle du Club Poussette de trouver des gens près de chez toi pour trouver du soutien. Et là, ils sont en train d'intégrer des professionnels aussi. Donc voilà, il y a ces 2 cartes-là qui permettent de voir par rapport à ta situation géographique s'il y a des choses autour de chez toi. Donc, le sel dans le café, par exemple, ça référence les cercles de parents, ça référence
les lieux ressources un peu comme le mien, ça référence des cafés poussettes, ça référence des lieux d'ateliers de motricité, trucs comme ça. C'est vraiment 2 réseaux qui sont en plein développement et qui sont précieux quand on est jeune parent et qu'on vit un peu la solitude des débuts de la parentalité et qu'on a besoin de soutien et qu'on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Il y a les doulas aussi qui sont référencés. Tous les outils gratuits, hein, on prend, hein. Quand J'aurais on est jeune tellement parent, voulu que ça existe en 2007 avec la naissance de la grande, ça m'aurait sauvé la vie, hein. Je pense qu'on ouais, aurait été beaucoup à éviter de tomber dans un épuisement maternel si on avait pu trouver des gens à qui parler de nos émotions, de notre ouais. frustration, de la charge mentale ou même du postpartum au niveau physique. Est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Est-ce C'est que ça. ceci, est-ce que cela? Bah, c'est vrai qu'avec le club poussette, on a les groupes, par ville sont gérés sur WhatsApp, donc on a des groupes de discussion. Typiquement, là hier, c'était discussion, quel bouée vous utilisez pour vos bébés dans les piscines puisque l'été arrive. On a eu la discussion, comment vous habillez vos enfants en ce moment parce que, ben, moi, il a 8 mois, je sais pas trop comment l'habiller. C'est vraiment ce partage d'expérience, encore une fois, qui permet de créer un vrai réseau d'entraide. Là, on a une maman qui partait en rando, qui avait besoin d'un porte-bébé, mais qui voulait pas investir. Bon, bah, il y a une maman qui lui a prêté son porte-bébé. Clairement, hein, le club poussette, c'est le village, hein, pour élever un enfant. On le mesure, hein, à Dijon, on a vraiment ce truc d'entraide. On a une maman qui ne faisait pas partie du club poussette, qui a perdu son bébé. Sa meilleure amie faisait partie du club poussette, m'en a parlé. Et en fait, on a créé un groupe dédié à cette maman pour lui cuisiner des petits plats, pour elle et son mari et puis leur aîné. Et on leur a fait une semaine de petits plats qu'on a livrés pour les accompagner à notre façon à traverser ce deuil. Ça montre toute l'ampleur de ce que peut être un réseau de solidarité autour de la parentalité. Et puis, bah, il y a des belles amitiés qui se créent aussi et c'est ça qui est précieux. Et moi, tu vois, à l'époque, ça n'existait pas tout ça. Quand j'ai accouché, pourtant, c'était il y a pas si longtemps. Et moi, ce qui m'a sauvée, c'est un groupe Facebook, un groupe de mamans à Dijon. Elles faisaient des sorties où j'allais faire des pique-niques. Enfin, heureusement, parce que moi, je suis à la campagne en plus, donc tu vois, j'ai pas la possibilité d'aller me balader dans les parcs. Parce que souvent, quand tu as des parcs vers chez toi, bon, bah, ça te permet de sympathiser. Après, tu as l'école, c'est encore un autre niveau de socialisation. Mais Mmh. avant ça, si tu mets pas ton enfant à la crèche, c'est vrai que tu es vite très isolé. Tous ces outils sont hyper précieux et puis s'ils existent, c'est qu'il y a vraiment un besoin, c'est évident. Ouais, et autour de chez vous, vous avez sûrement un lieu d'accueil enfants-parents On ou en a un plein. lieu de PMI ou un lieu de CMP aussi. Moi, Mmh. j'avais contacté directement le CMP pour voir s'il y avait des accueils parents-enfants, mais il y a des listes d'attente, c'est très compliqué au niveau institutionnel. Donc, heureusement que les assos prennent le relais et mettent en place des choses concrètes. Donc, renseignez-vous. Il y a les ludothèques aussi qui peuvent être, une bonne façon de créer du lien et qui financièrement sont souvent très accessibles parce que souvent gratuites ou avec des adhésions, assez dérisoires à l'année. Et il y a aussi les centres, sociaux, les centres communautaires sociaux, les CCAS. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Il faut aller chercher l'info parce que ça tombe pas tout cuit dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est souvent compliqué quand on est débordé dans son quotidien de jeune parent de se dire, «OK, j'ai besoin d'aide, mais je sais pas à qui demander». Donc ça peut être aussi de faire appel à la sage-femme qui a suivi ou au gynéco parce que eux, les ressources, ils les connaissent bien souvent. Les LAEP sont effectivement des bonnes façons de créer du lien et le fait que ce soit anonyme, si on a des difficultés et tout, ça permet déjà de venir poser des mots sans se sentir jugé. C'est important et puis il faut pas avoir peur aussi de se faire accompagner. Enfin, moi, j'ai été accompagnée psychologiquement suite à mon burn-out, là, mon épuisement maternel et heureusement, ça m'a permis de comprendre tout ce qui s'était passé, pourquoi et pas rester seule, clairement. Et on remercie toutes celles qui ont visibilisé ces combats-là, hein, notamment Ouais. la dépression postpartum. Il y a de plus en plus de livres qui sortent, de podcasts aussi, de témoignages, et ça permet enfin de remettre la place de la tempête émotionnelle qu'est la naissance d'un enfant dans sa juste mesure Mmh. par rapport au couple, par rapport au monde du travail. On ne l'a pas abordé aujourd'hui, mais c'est évidemment un domaine qui après est impacté quand on a eu un enfant et qu'on a une logistique domestique et Mmh. familiale à remettre en place. Et aussi bien vos métiers à Dijon, là, tout ce cercle que vous avez créé en communauté, que tout ce qui se passe dans vos villes, à tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, sont en train d'émerger. Donc Mmh. renseignez-vous, vous pouvez être juste participant ou devenir vous-même bénévole, parce que comme tu dis, on apprend tellement aussi en étant au cœur des institutions, des associations. On voit aussi les coulisses, on voit aussi la détresse des mamans qui n'ont pas du tout de ressources et Mmh. ça fait du bien de contribuer, ça fait du bien de participer à ce cercle de soutien qui est pour l'instant un peu en underground comme démarche, mais je pense qu'on va réussir à porter ça sur le devant de la scène.
On va sûrement faire un épisode avec Élodie un jour sur les cercles. Oui, en plus, tu vois, j'allais revenir là-dessus. C'est qu'il y a les maisons des 1000 premiers jours qui sont en train d'émerger, qui arrivent doucement mais sûrement. Et effectivement, des dispositifs comme les cercles de parents, c'est précieux. Enfin, c'est vraiment aider à grande échelle sur des sujets qui nous touchent tous au final et qu'on traverse tous. Parce que c'est d'être entouré. Enfin, c'est cette notion de village. C'est qu'il faut un village pour élever un enfant et que ce village, il faut qu'on se le crée. Et c'est ça qui est en train de se passer. Nous, on n'a pas été accompagnés sur nos émotions, déjà les comprendre, les détecter, les accueillir. On sait maintenant que c'est important de le faire pour nos enfants. On essaye, mais souvent, on n'est pas capable d'identifier nos propres émotions. Donc heureusement que tu es là, Séverine, pour nous donner plein d'outils et plein de codes. Et moi, j'adore ton podcast. Je trouve que c'est de l'outil pur et j'adore ça. Et un autre podcast qui est Parents pas parfaits, où là, pour le coup, c'est du témoignage. Donc, on est vraiment sur ces partages d'expériences avec à chaque fois la vision d'un papa et d'une maman sur des thématiques précises. Voilà, je trouve que les deux, à la fois les outils purs comme tu donnes, c'est trop précieux parce qu'après, chacun peut réexploiter à sa façon chez lui. Et puis, les témoignages de dire ah, putain, eux aussi, ils ont vécu ça sur les endormissements. Ok, bon, tout va bien, je ne suis pas seule, je ne suis pas Paul. Il y en a d'autres qui vivent la même chose que vous. Soyez-en sûrs. Et c'est normal de ressentir ce qu'on ressent. Et nous, on l'a appris dans la douleur et on en a fait un métier. Beaucoup de personnes se disent, mais est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer avec les bons outils, avec les bons coups de pouce extérieurs. Donc, trouvez autour de vous quelqu'un qui va pouvoir vous sortir de ce trou parce que les solutions existent. Ça demande un tout petit peu de courage au début de demander de l'aide et de s'inscrire ou de faire la démarche, de se renseigner sur le club poussette, sur les cercles de parents, sur peut-être les thérapeutes autour de vous, les accompagnements parentaux, ou juste des fois une conférence en ligne, de faire la première démarche parce que les solutions existent. Ça va demander un peu de résistance au changement au tout début parce que notre cerveau n'est pas câblé pour ça. On se dit, oh, on a toujours fait comme ça. Ben oui, mais on veut plus de légèreté, on veut plus de sérénité. Donc, par quelle petite marche on va commencer pour changer d'angle? En tout cas, merci Laurette pour tous tes conseils, tes astuces, tes descriptions aussi, tes informations sur les techniques et ce que tu as appris. Par rapport à ton actu, est-ce que tu veux nous partager certaines dates? Est-ce que tu as déjà des informations à proposer aux parents qui sont en local près de Dijon ou en ligne? Non, pas trop de dates pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'organisme de formation en cours d'immatriculation parce que justement, les professionnels me demandent beaucoup de pouvoir transmettre notamment le Snowzellon qui mérite d'être transmis au plus grand nombre et exploité de la bonne façon. Il y a beaucoup de structures qui sont équipées mais ne savent pas comment utiliser, qui ont fait le choix du matériel et non pas de la posture pour le coup. Donc, si vous êtes aussi professionnel, vous pouvez directement envoyer un petit message à Laurette sur son compte. Donc, Lolibel, sur @lolibel avec un Y. Ouais, sûrement des événements qui ne sont pas encore programmés là, mais il y a plein d'événements qui sont dans les tuyaux et qui arrivent. Vous pourrez aller voir aussi sur le site de Laurette, sur les réseaux sociaux de Laurette. Merci pour toute ton expérience et ton expertise. Je mettrai en descriptif tous les liens pour te contacter. Et puis, est-ce que tu peux redonner peut-être une dernière astuce aux familles qui nous écoutent et qui voudraient aller dans cette direction qu'on a prise toutes les deux? Je pense de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls, de faire ce mini effort, de faire la démarche, de demander de l'aide et puis de mettre en place ces petits temps précieux à la maison pour profiter de chaque instant parce que ça passe très vite. Tout passe. C'est aussi important de le dire que tout passe. Mais si tout passe, c'est que tout passe très vite. Donc voilà, de pouvoir profiter et que chaque âge a ses difficultés, je pense. Et si on ne veut pas avoir de regrets, il faut vraiment réussir à profiter et être pleinement avec nos enfants en fonction de comment on peut s'organiser. Et puis des fois, d'accepter de faire moins de choses le week-end, mais de les faire mieux. Que les enfants retrouvent un rythme un peu plus cool le week-end. C'est pas grave si on va pas faire telle ou telle activité, que l'important, en fait, ce qu'ils veulent, nos enfants, c'est être avec nous. Et c'est souvent mieux d'être avec ses enfants dans le canapé à discuter ou faire des jeux de société que plutôt d'aller au cinéma, d'aller à la piscine, de faire des trucs de fou. Revenons aux choses simples. Et n'oublions pas qu'on a un petit enfant intérieur qui, lui, sait ce qui est juste et ce qui est vrai. Il ne faut pas hésiter à le questionner et à le réveiller de temps en temps. Magnifique. Vous savez ce qui est bon pour vous. Allez voir en vous et soyez plutôt que de faire. On va aller sur l'être plutôt que de faire. Merci beaucoup, Laurette. À très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast.
Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.